Salut! Salut! Je fais cette vidéo le 15 mai 2022. Donc je vais vous donner la cohérence et le sens des résultats de l'élection présidentielle. Pour vous donner des repères et vous permettre de comprendre ce qui s'est passé réellement, parce qu'il s'est passé quelque chose. Beaucoup de gens disent on a trois partis politiques, en parlant de FI et Macron et Le Pen. Beaucoup de gens disent qu'on est en chaos total. Non. Donc on a effectivement trois grands partis politiques intéressants ou importants. Ce ne sont pas ceux-là. On n'est pas du tout en chaos total. On est en pleine cohérence et je vais essayer de vous le montrer. Je vais essayer de vraiment vous montrer ce qui s'est passé, vous faire comprendre ce qui s'est passé et en sachant que c'est positif. C'est positif pour le camp patriote. Donc je dois d'abord vous expliquer comment fonctionne notre vie idéologique en métropole et par extension en France. Ce que je vais vous dire, dont vous ne l'aurez probablement jamais entendu sauf sur ma chaîne, je vous fais un rapide rappel. Donc, le vote en France est d'abord un vote de territoire. Vous avez les régions ayant porté la Révolution française qui votent d'une certaine façon, de deux façons différentes, et vous avez les régions ayant refusé la Révolution française qui votent là aussi d'une certaine façon, de deux façons différentes mais assez proches. Donc vous avez un vote régional en quelque sorte. Donc les régions qui ont porté la Révolution française, c'est le bassin parisien blanc, la zone de Limoges et la zone de Marseille un peu moins je crois, la zone de Marseille. Donc la France finalement c'est le bassin parisien plus la région de Limoges plus Marseille autour. Et les régions qui ont refusé plus ou moins la Révolution française, donc c'est l'Ouest, c'est Bordeaux, Toulouse, Lyon, donc on pourrait dire aujourd'hui Grenoble, qui n'était pas française à l'époque, Strasbourg et Lille. Donc vous avez un vote, une façon de voter dans chacun de ces deux ensembles. Chacun de ces deux ensembles vote de deux façons différentes, et là c'est très différent. Donc c'est la même carte, mais je subdivise l'ensemble contre-révolutionnaire. Donc en marron clair ce sont les régions catholiques contre-révolutionnaires, et en marron foncé ce sont les zones où le protestantisme a été fort, a laissé une marque forte. Et en fait les centristes font des bons scores dans les régions catholiques contre-révolutionnaires. Je vous montre ça tout de suite, donc je vous dis lesquelles. L'Ouest, le Pays Basque, le Sud-Est du Massif central, la Savoie qui n'était pas française, je sais, l'Alsace, donc là je dirais l'Alsace, et le Nord-Pas-de-Calais, une partie du Nord-Pas-de-Calais. Je vous montre les bons scores, les zones de force de Macron, une zone de force régionale de Macron en 2022, premier tour, Ouest, Pays Basque, l'Aveyron, pas tout à fait le sud-est du Massif central, la Savoie, le Jura, l'Alsace et un tout petit peu le Nord. Vous voyez, Macron a fait ses bons scores dans les régions catholiques contre-révolutionnaires. Je vous montre les bons scores, les zones où François Hollande est arrivé en tête au premier tour de la présidentielle de 2012. Donc normalement la théorie c'est qu'il a fait des bons scores dans le sud-ouest et dans une zone entre Marseille et Lyon et dans le nord. Donc on a bien le sud-ouest, on a bien entre Marseille et Lyon, on a bien des assez bons scores dans le nord. En plus, donc, vous avez la Bretagne et vous avez, on peut dire, un très grand sud-ouest qui va même atteindre le centre de la France. Et on peut supposer que c'est quand même lié au sud-ouest. Vous voyez, c'est quand même, ça reste le sud-ouest ou très très proche du sud-ouest. Voilà. Bon. Il y a au moins les régions protestantes sont bien là, donc Bordeaux, Toulouse, et je dirais jusqu'à Grenoble, plus Lille.
Là, c'est ça. Les régions protestantes, les régions de passé protestants votent d'une certaine façon. Elles votent Parti socialiste, elles votent normalement Mélenchon, elles votent SFIO. C'est comme ça. Il y a une empreinte protestante qui amène un vote particulier. Encore une fois, dont on ne parle jamais. Le bassin parisien, donc je vous montre cette fois-ci une autre carte. Donc c'est le bassin parisien plus une zone qui se rapproche de Bordeaux, plus la bordure méditerranéenne. Je vous montre les résultats, les bons scores de Marine Le Pen en 2022 en bleu. Vous voyez, c'est quand même à peu près la même carte. On y ajoute l'ouest, et on peut supposer que ce sont des régions désindustrialisées. Il y a beaucoup de pauvreté dans ces régions-là. Les régions du nord-est, on peut supposer que c'est la pauvreté. Vous voyez, donc la carte ici, c'est la pratique religieuse vers 1965. Ça, c'est une carte de 1965. Et c'est à peu près la même carte que celle de Marine Le Pen, des bons scores de Marine Le Pen. Il y a une influence du passé. Et c'est cette carte-là, blanc, bordure méditerranéenne, jusqu'à Bordeaux, beaucoup moins Limoges, jusqu'à Bordeaux. Vous voyez, c'est quand même lié aux mentalités fondamentales. C'est lié à la Révolution française. C'est lié aux régions qui ont fait la Révolution française. Je crois que je ne vous l'ai pas montré. Donc, regardez la carte de Macron. Ouest, Pays Basque, une partie du Massif central, la Savoie, le Jura, l'Alsace. Donc, cette carte-ci, c'est la carte de la droite en 1936. Vous voyez, ça... Comment dirais-je, le passé, nous votons en fonction du passé. Le passé a une empreinte énorme sur le vote. Donc, dans les régions contre-révolutionnaires, quand ça a été protestant, ça vote à gauche, ça vote nettement à gauche. Quand ça a été catholique contre-révolutionnaire, ça vote centriste. Et dans les régions qui ont fait la Révolution française, donc vous avez vu, vous avez un vote Marine Le Pen important, et vous avez... Ça, c'est le vote Zemmour. Donc, je vous rappelle les zones qui ont fait la Révolution française. En blanc, bassin parisien, bordure méditerranéenne et zone de Limoges. Je vous montre maintenant les bons scores de Zemmour. Alors, bordure méditerranéenne, c'est bien visible. Et même, le bassin parisien est bien visible. Bon, là, Limoges, ça ne se voit pas. Le bassin parisien, c'est bien visible. Donc la droite Zemmour est parfaitement cohérente, et parce qu'elle est parfaitement cohérente, on peut supposer que c'est la droite de demain. Donc dans les régions qui ont fait la Révolution française, vous avez une droite classique, et vous avez un parti d'ouvriers et d'employés. Avant-hier, c'était le Parti communiste. En 1900, vous aviez des anarchistes. On pourrait dire qu'au moment de la Révolution française, vous avez eu les sans-culottes. Et de 1985 ou 81, 85 à 2021, eh bien, vous n'aviez rien. C'est ça qui s'est passé pendant 40 ans à peu près. Les ouvriers et les employés des régions qui ont fait la Révolution française n'avaient pas de parti politique à eux. Donc ça, c'est un grand changement par rapport aux 40 dernières années. Il y a quelque chose cette fois-ci. Donc vous avez normalement 4 partis politiques en France. Les gens sont obligés de se regrouper, sinon ils n'ont aucune chance d'être au second tour. S'il y avait 2 partis, s'il y avait par exemple des Verts à 15%, l'un des 2 camps, les centristes ou la gauche, ne serait pas au second tour. N'aurait aucune chance d'être au second tour. Donc qu'est-ce qui se passe? Dans les régions contre-révolutionnaires, vous avez un vote de territoire et rien d'autre. Il n'y a pas un vote de pauvres, il n'y a pas de lutte contre la pauvreté. Il n'y a pas de grand parti qui lutte contre la pauvreté. Donc les centristes, dans les régions qui ont fait la Révolution française, c'est leur noyau dur. Et,
les centristes dans les régions qui ont refusé le plus la Révolution française au nom du catholicisme. La gauche, régions qui n'ont pas été enthousiastes à la Révolution française, mais sous influence protestante. Donc les noyaux durs, c'est les régions protestantes. Les régions qui ont fait la Révolution française produisent un ou deux partis politiques, un parti politique de ceux qui ont de l'argent, la droite classique, et un parti politique de ceux qui n'ont pas d'argent, qui n'arrivent pas toujours à avoir un parti politique pour eux. Donc c'est ce que l'on a vécu entre 85 et 2021. Donc cette fois-ci, voilà le fonctionnement politique français, 3 ou 4 partis politiques très importants, parfaitement cohérents. La gauche et les centristes, c'est la même chose. La gauche, c'est juste un discours de gauche. Une fois qu'ils sont au pouvoir, ils font une politique très proche des centristes. Les régions contre-révolutionnaires, en gros, sont d'accord sur l'essentiel. La droite classique, je ne sais pas quoi dire. La droite classique s'est couchée ces dernières décennies, a accepté l'arrimage à l'Allemagne, donc est devenue compatible avec les centristes, et s'est décomposée parce que ça va vraiment trop loin. Elle s'est décomposée apparemment sur l'immigration. Ici c'est les Français, et donc ici c'est l'anti-France. Là c'est vraiment, on pourrait les appeler vraiment Français, c'est Français plus Marseillais, plus les gens de Limoges. Et ici c'est la Bretagne, l'Ouest, l'Alsace, la Savoie, l'Occitanie, le Pays Basque. Tout ça c'est ça. Et donc c'est ça qui vous explique. Donc vous voyez, j'ai mis les quatre camps, je les ai répartis géographiquement. Il y a une séparation pour ou contre la Révolution française, une mentalité différente en fait, mais j'ai mis la droite au même niveau que les centristes et que les socialistes, ou la gauche, parce que c'est des bobos, c'est des gens qui vont bien, donc ils sont assez proches. Pour peu que la droite se soumette, il n'y a plus de grande différence entre la droite et les centristes. La droite suit les centristes tout simplement. Et comme avec les centristes, il y a très peu de différence avec la gauche, donc vous aviez tous ces trois partis-là, dans la période précédente, qui faisaient à peu près la même politique. Sur fond d'absence, littéralement, d'absence de partis politiques représentant les ouvriers et les employés qui n'ont pas peur des riches. Avant 1980, c'était le Parti communiste qui était là. Vous avez de 1980 à 2020, rien, des gens qui râlaient. Et en 2022, vous avez le Rassemblement national qui représente les Français pauvres qui n'ont pas peur des riches. Voilà donc les quatre camps, plus ou moins en forme selon les époques. Donc ce qui se passe cette fois-ci, en 2022, vous avez la naissance d'un grand parti d'ouvriers et d'employés de mentalité d'égalité et de liberté. En gros, bien sûr. Donc c'est tout à fait nouveau. Alors même si les dirigeants du Rassemblement national sont nuls, c'est quand même très important. Il y a une cohérence au Rassemblement national qui est fabuleuse. Les gens gagnent la même, en gros, ne gagnent pas grand-chose et ont la même mentalité, où ils peuvent se mettre sous la même mentalité. Donc c'est un bloc parfaitement cohérent. C'est très impressionnant, très important. La droite, cette fois-ci, c'est la droite qui est en décomposition. Une partie a voté Pécresse, une partie a voté Zemmour, une partie a voté Macron. Mais Zemmour, c'est l'avenir. Donc la droite est à la fois en décomposition et en recomposition. Je vous ai montré que le vote Zemmour est un vote cohérent, bassin parisien plus bordure méditerranéenne. Donc c'est la zone, les deux grandes régions qui ont porté la Révolution française. Donc la droite est à la fois en décomposition et en recomposition. Les centristes sont en domination, hein, bien évidemment, mais c'est une domination fragile. Les régions centristes, donc, sont parfaitement connues, Ouest, Pays Basque, une partie du Massif central, Savoie, Jura, Alsace et une partie du Nord-Pas-de-Calais. Regardez, Macron a fait ses bons scores là-bas, mais vous voyez aussi autour de Paris, dans le bassin parisien, il a fait aussi des bons scores. Dans le sud-ouest, Macron a aussi fait des bons scores, c'est-à-dire que Macron a eu besoin de prendre des voix à la droite, donc à la droite et à la gauche,
pour être au second tour. Donc si la droite se réveille, ça devrait suffire pour que Macron ne soit plus au second tour. Autre fragilité des centristes, c'est un parti de gens âgés. Les électeurs sont assez nombreux à arrêter de respirer tous les 5 ans. Donc pour le moment, nous sommes gouvernés par les centristes qui ont réussi à gagner en prenant à gauche et en prenant à droite. C'est une victoire extrêmement fragile. Donc l'avenir n'est pas chez les centristes. La gauche, elle, ce qui est caractéristique, ils ont fait un bon score. Ils ont fait un bon score, mais ils ne sont pas au second tour. Depuis 40 ans au moins, on a l'habitude de les voir au second tour. Donc la gauche, normalement, c'est le sud-ouest, et c'est entre Marseille et Lyon. Vous remarquez, ils ont perdu en Bretagne. Regardez les Bretons qui ont commencé à voter Rassemblement National. Donc vraiment, en 10 ans, il y a un changement énorme en Bretagne. Donc les Bretons ont lâché la gauche. La gauche continue de faire de bons scores entre Marseille et Lyon. Mais regardez, dans la grande zone de force de la gauche, c'est le sud-ouest, il ne reste plus grand-chose. Il reste plus grand-chose. C'était la grande zone de force qui donnait la cohérence, la direction générale, la solidité. Et là, il n'y a vraiment plus grand-chose en termes de cohérence. Donc la gauche a fait un bon score, mais à mon avis, elle est touchée à mort. Et à mon avis, il n'y a plus rien. Vous devriez plutôt avoir des déchets partout. Ça devrait plutôt être ça que ce qu'on avait avant. Donc, ça, les ouvriers, les employés des régions d'égalité et de liberté ont émergé. Ils ont quelque chose. La droite, qui se décompose, recompose. Les centristes qui ont gagné, mais en étant très fragiles. La gauche qui a perdu sa grande région de force, son sud-ouest. Donc la gauche est très probablement en décomposition, même s'il a un score très élevé. Voilà la cohérence de cette élection. Vous voyez à quel point c'est cohérent. Il n'y a pas de hasard, il n'y a pas d'entrée en folie du tout. Alors, les centristes sont complètement fous, la gauche est complètement folle, mais ça c'est normal. C'est normal. Donc on a un socle là de résistance très impressionnant. Alors pas idéal puisque les dirigeants du Rassemblement National sont quand même douteux. Et vous avez une droite qui se réveille. Oui, vous voyez, c'est ça l'avenir. Ce socle-là existe. La droite qui se réveille. Les centristes et les gauchistes qui deviennent complètement fous. Les gauchistes qui sont les pires sont normalement terminés. C'est normal, leur domination est normalement terminée. Et la domination centriste est extrêmement fragile. L'avenir, c'est une montée en puissance de la droite et du Rassemblement National. Il suffirait d'une alliance droite-Rassemblement National pour gagner sans problème. S'ils le veulent vraiment, c'est-à-dire qu'il faudrait que les dirigeants du Rassemblement National le veulent, et que la droite accepte de s'adresser aux ouvriers, aux employés, en leur proposant quelque chose de sérieux. Voilà l'avenir, vous voyez, l'avenir, c'est une montée de la droite, un affaiblissement des centristes, la poursuite de la décomposition de la gauche qui n'arrivera plus à se redresser, très probablement, c'est quasiment certain. Donc je vous rappelle, la gauche, au fond, la gauche, c'est cette zone-là, vous voyez, en rouge, il n'y a quand même pas grand-chose. Ici, c'est traversé par le Rassemblement National. Donc c'est là où il y a de l'immigration dans cet espace-là. C'est la gauche qui est en train de décomposition. Tant mieux, hein, pour nous, tant mieux. Donc vous voyez, c'est très positif. Cette élection n'est pas du tout une élection de désordre, ce n'est pas du tout une élection triste, c'est extrêmement positif. Renaissance de la droite et cohérence du Rassemblement National sur fond de fragilité des centristes et de décomposition de la gauche. Voilà un peu ce qu'on peut dire pour cette élection. Donc il faut avoir le moral. C'est bon, quoi, si vous voulez, c'est vraiment bon. Si on le veut vraiment, nous gagnerons en 2027. Si on est trop divisé ou trop divisé et trop paresseux, c'est 2032. Les tendances lourdes, c'est bon pour le camp patriote. Alors, un tout petit mot pour les identitaires.
Je vous ai dit, les régions contre-révolutionnaires produisent deux camps, les centristes et les gauchistes. Vous avez eu l'Action française qui a été cassée par l'Église catholique. Vous avez aujourd'hui les identitaires. Trois camps potentiels identitaires. Je vous rappelle ce qui s'est passé en Allemagne dans les années 30 ou dans les années 20. Les sociodémocrates, les catholiques, il y avait un parti catholique en Allemagne en 1930, et les identitaires de l'époque. Donc il n'est pas encore tout à fait impossible qu'on ait un parti identitaire qui émerge dans ces régions contre-révolutionnaires. Ça reste à voir. Elles réagissent quand même bien à l'immigration. Pour l'immigration, un petit mot sur l'immigration. Alors tout le monde dit l'immigration a gagné l'élection, a été très importante. On a vu le grand remplacement en œuvre. Sauf qu'on a gagné 7,5 points sans travailler. Donc c'est quand même nous qui étions au second tour. Nous qui avons énormément progressé. La gauche qui s'appuie sur l'immigration n'est toujours pas au second tour, vous voyez. Pas sûr du tout que l'immigration ça pèse tant que ça. Je suis persuadé que un clandestin qui arrive, c'est un Français qui vote Rassemblement National en plus. Ça fait tellement peur, il y a une telle violence qui explose, que l'immigration devrait plutôt détruire la gauche qu'autre chose. Donc je vous laisse sur ces bonnes nouvelles pour le camp patriote. Salut, à la prochaine.